c'est aussi pour ça que tu as plein de Français, vu qu'on est nul en anglais, tu as plein de Français qui vont au Québec. Yes. C'est la solution de facilité. J'avais compris qu'à un moment donné, il y avait une espèce de plafond de verre au niveau des salaires sur les boîtes du marché français que je voyais. Et le fait d'aller bosser par exemple pour Postman, ça m'a permis de passer un peu au-dessus du plafond, ou plutôt d'être sur une autre grille. Pouvoir se dire que tu bosses pour une boîte américaine depuis Singapour, alors que tu es en vacances en France. Exactement. Yo. Yo. Écoute, aujourd'hui, on a un invité un peu spécial, donc un ami de grande date que j'aimerais bien présenter au podcast. Donc, ce qui est bien avec lui, c'est qu'à mon avis, il a eu plusieurs expériences, donc travailler dans des boîtes depuis la France à l'extérieur de la France, travailler directement depuis l'extérieur de la France. Et aujourd'hui, je crois qu'il est rentré en France, mais pas sûr à 100%. Okay. Donc, je ne sais pas si tu peux nous dire un petit mot à partir de ça, Cédric. Oui, alors en effet, tu as raison, je suis bien en France. Ça fait quelques années quand même maintenant, depuis que j'ai quitté Bangkok. Mais oui, en effet, j'ai travaillé à Montréal, au Canada, j'ai travaillé à Singapour, et j'ai enchaîné direct après avec Bangkok. À chaque fois, c'était peut-être pas forcément très très longtemps, mais bon, c'était marrant quand même. Et puis j'aimais 203. Ou j'aimais 304 plutôt. Cool. Écoute, merci à toi Cédric de te joindre à nous pour cette discussion. Pour ceux qui tomberaient du coup sur cette vidéo là, pour la première fois, vous êtes bien dans MV Podcast, le podcast où on s'intéresse à la question de travailler en tant que dev à l'international. Du coup, il y a quelques temps, Olivier m'a dit ce serait bien qu'on parle de ça. Toi, tu bosses pour une boîte US depuis chez toi. Moi, ça fait des années que je suis en remote. Il y a tout un tas de gens qui nous demandent à chaque fois comment on a fait. Ce serait intéressant de partager et de donner du feedback, en fait. Et c'est comme ça que l'idée nous est venue. Donc, encore toi, merci Cédric de participer à ça et de partager aussi ton expérience. Et du coup, peut-être avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, toi tu bosses du coup depuis l'étranger, mais qu'est-ce que tu fais exactement en termes de poste? Alors, je suis dev de Java depuis 24 ans. J'ai fait une pause DevOps en rentrant de Bangkok. J'ai fait une pause DevOps de 3 ans qui m'a beaucoup plu. Je travaillais dans une startup qui faisait de la blockchain. Super intéressant, vraiment un domaine vraiment stimulant, innovant, vraiment bien. Et en plus, comme je changeais de poste, changeais de boulot, vraiment, c'était vraiment cool, c'était vraiment bien. Et puis bon, finalement ça s'est terminé et je sais pas, peut-être qu'on en reparlera après, mais j'aime beaucoup travailler en fait finalement avec des gens que j'aime bien, des gens avec qui ça se passe bien, et puis le réseau est quand même super important. Donc là je suis retourné vers le dev Java pur, mais cette fois-ci pour travailler vraiment avec des gens que je connais très bien. C'est la 4e fois que je travaille avec eux dans 4 boîtes différentes. Et c'est quand même super important en fait. C'est là que je me suis rendu compte que oui, le boulot c'est ce que tu fais tous les jours, c'est évidemment super important, mais les gens avec qui tu le fais, c'est aussi très important. C'est d'une évidence. Yes. Ça me fait réagir tout de suite, mais on n'a pas hors sujet, mais ouais. Moi, c'est un des trucs importants aussi pour moi, c'est travailler avec les collègues comme si c'était avec des potes, quoi, être dans ce truc-là de confiance à fond. Et, ouais, c'est un peu hors sujet, désolé, Olivier. Mais ouais, ça me parle exactement, ça me touche beaucoup. Et du coup, première question pour moi, après Olivier, tu enchaîneras peut-être, c'est quand est-ce que, peut-être la première fois que tu as décidé de partir, toi, du coup, de t'expatrier, c'est quoi l'histoire? Parce que Olivier, il a son histoire avec son hackathon, qui moi, m'a passionné. Donc je voulais savoir, toi, comment ça s'était fait finalement? Alors moi c'est beaucoup plus vieux que ça. J'étais en 4e. J'avais pas forcément envie de partir à l'étranger en 4e, mais mon premier voyage à l'étranger, c'était un voyage en Allemagne. J'ai fait allemand première langue. Et j'avais adoré, franchement, j'avais adoré ça. Et depuis ce jour-là, je me souviens extrêmement bien. J'avais vraiment envie de bouger, de pas forcément rester en France. Et j'ai trouvé ça génial.
Du coup, ça m'a toujours un petit peu poursuivi. Après, je suis allé aux États-Unis au lycée pour un échange scolaire. Pareil, j'avais adoré. J'avais été à New York, j'avais été dans la Nouvelle-Angleterre, c'était extraordinaire. Et mon anglais s'est amélioré. Donc, je sais que vous en avez parlé dans un autre épisode podcast, mais mon anglais s'est amélioré à partir de ce moment-là. J'ai fait des écoles d'ingé. Mon anglais était toujours pas trop mal, voire plutôt bon. Et dès que j'ai eu mon diplôme d'ingé, en fait, j'ai eu envie de partir à l'étranger parce que ça me titillait toujours. Et le Canada, c'est pas mal quand même parce que tu as ce fameux visa de résident permanent qui est donné, un système 2.1 à l'époque, je crois que c'est encore ça aujourd'hui, mais grosso modo, quand tu parles français, tu vas au Québec, que tu parles français, que tu as un emploi en demande, et que tu n'es pas trop bête, que tu es un peu jeune, en général, ils te donnent le visa. Donc, ça a commencé comme ça. Cool. Et ça ne m'a pas quitté. Okay. Et juste la petite question, donc ton anglais, il s'est amélioré à partir de quel âge? Vraiment? Il s'est vraiment amélioré avec le voyage aux États-Unis. C'est assez curieux. 3 semaines, c'était presque un mois, on suffit pour vraiment voir une différence. Même ma prof d'anglais, je me souviens à l'époque, avait vraiment vu une différence. Grosso modo, je suis passé de 10 à 12, quoi. Donc c'est pas non plus extraordinaire, mais il y a vraiment eu un progrès à ce moment-là, et puis ça n'a fait que s'améliorer, quoi. Ouais, puis le 12 à l'école, ça finalement ça veut pas toujours dire grand-chose, mais se débrouiller dans une ville, savoir où aller manger, où dormir, c'est ça le plus important, quoi. Ça vaut plus qu'un 12, je pense. Donc, juste pour bien comprendre, donc toi, ton premier job, ça a été vraiment à l'international. Donc après les études, directement. C'était pas le premier parce que, mais dès les études, j'ai eu envie d'eux, mais c'était pas le premier. C'était le deuxième. En fait. Ok. C'était le deuxième. Ok. Très tôt déjà. Le troisième. Je sais plus. J'ai un peu tendance à bouger facilement. Hein. Je bouge facilement. Et c'était le troisième, je crois. Yes. Et du coup, après tout ce temps, finalement, là, il y a pas longtemps, tu décides de rentrer. Donc, si j'ai l'impression de comprendre, j'ai peut-être déjà la réponse. T'es rentré parce qu'il y avait cette opportunité avec cette super équipe avec laquelle tu travailles aujourd'hui, où il y avait d'autres choses qui faisaient que peut-être il y a une espèce de fatigue. C'est un petit peu. Ça a été France, Canada, France, Singapour, Bangkok, France. Ah ouais, ok. Donc il y a toujours eu ce back and forth finalement. T'as jamais été je sais pas, je suis parti pendant 10 ans et je reviens après 10 ans, quoi, finalement. À chaque fois, je suis parti 2 ans. 2 ans au Canada, 2 ans et demi, 3 ans au Singapour, Bangkok. En fait, j'aime bien la France déjà d'une. Je suis pas forcément patriote, toutes ces choses-là, mais bon, on est quand même bien en France. Après, il y a aussi la famille, c'est quand même assez important. Je sais que quand je suis parti du Canada, c'est que mon papa a eu des soucis de santé qui se sont avérés pas graves du tout, mais qui auraient pu vraiment l'être, donc on a eu assez peur. Et je me voyais pas gérer ça à 5-10 km de distance, c'était pas possible. Ouais. Makes sense. Mais à chaque fois, le retour en France, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Celui du Canada était peut-être un petit peu plus délicat parce que je n'avais pas forcément prévu de rentrer si tôt. Et puis, il y avait un certain décalage, finalement, entre les amis que j'avais laissés 2 ans auparavant. Eux, ils avaient évidemment continué leur vie. Moi, j'avais fait d'autres choses. J'avais pas mal voyagé au Canada, aux États-Unis. Et puis, voilà, on s'était suivis, on s'est perdu de vue. C'est une chanson comme ça, d'ailleurs. On s'est perdu de vue. Mais bon, voilà, c'est un petit décalage qui a duré 6 mois et c'était pas très grave. Non, c'est intéressant. Et juste une petite question, donc quand tu bossais au Canada, tu bossais donc dans un contexte francophone ou plus anglophone? Alors, c'était à Montréal, et c'était pour Motorola. Donc, boîte américaine. Donc, vraiment dans un contexte anglophone, en fait. Ok. Ouais. Je travaillais en anglais toute la journée, en fait. Donc pour la plupart des gens qui veulent s'exporter au Canada, ça reste quand même important de parler anglais au final. Je peux pas aller au Québec sans forcément parler anglais. Enfin, comment ça se passe? Ouais, du coup, je gravitais pas mal avec des Français.
beaucoup travaillé dans un environnement très francophone. Ok. Et Montréal a un peu cette particularité au Canada / Québec d'être bilingue, beaucoup plus que Québec, la ville de Québec. Donc, parler anglais à Montréal, c'est bien, c'est vraiment un avantage. Nécessaire, pas forcément. Ok. C'est plus la boîte finalement qui détermine ça. Du coup. Oui, complètement. Complètement. Puis c'est aussi pour ça que tu as plein de Français, vu qu'on est nul en anglais, tu as plein de Français qui vont au Québec. Yes. C'est la solution de facilité. Exactement. Et pour le coup, tu y retournerais ou pas? Très compliqué. Si c'est une question, t'as pas idée à quel point c'est compliqué. Maintenant, le cœur, oui, j'y retournerai, pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Après, j'ai eu plein de problèmes administratifs derrière qui font que c'est compliqué. Mais le cœur fait que, oui, pourquoi pas. Ok, en tout cas, l'envie est là à minima, quoi. Ouais. Non, bah c'est pour savoir si ça reste quand même une belle histoire d'amour. C'est une histoire d'amour qui s'est mal terminée. Mais c'est purement administratif. Ok. Question bête. Comme tu as fait des allers-retours, la question qui me vient, c'est que, par exemple, moi, j'avais compris qu'à un moment donné, il y avait une espèce de plafond de verre au niveau des salaires sur les boîtes du marché français que je voyais. Et le fait d'aller bosser, par exemple, pour Postman, ça m'a permis de passer un peu au-dessus du plafond, ou plutôt d'être sur une autre grille. C'est peut-être le fantasme que j'ai, que je crois être vrai. Tu me diras si je me trompe. Et est-ce que toi, comme tu as fait des allers-retours, du coup, t'as pas senti des baisses quand tu revenais en France? Est-ce que c'est... Pas du tout. Est-ce qu'il y a un côté salaire qui était mieux à l'étranger ou pas? Moi, c'est le constat que j'ai l'impression de m'en faire, mais peut-être que je me trompe. Je me dis que si tu as fait plein d'allers-retours, c'est peut-être que c'est pas si évident que ça, finalement. Bonne question. Je crois que je me la suis jamais posée dans ce sens-là, mais définitivement, le Canada, quand je suis arrivé au Canada, il y avait une baisse de salaire au Canada, parce que les salaires là-bas sont moins élevés. Mais c'était une baisse tout à fait raisonnable et attendue et anticipée, et niveau de vie moins cher et tout le reste. Donc, ça restait tout à fait acceptable. Quand je suis rentré du Canada, non, j'ai pas senti ça. L'expérience au Canada a été un plus sur le CV. Est-ce que c'était déterminant pour après travailler à la Société Générale, par exemple? Pas forcément, mais c'était un plus, oui. Singapour, c'est différent parce que Singapour, les salaires sont très élevés là-bas à la base. Donc oui, là, je gagnais une petite fortune en dollars bruts ou en euros bruts. Bangkok, après, moi, c'était avec Olivier, là, c'était encore un autre cas de figure parce que le visa dépend du salaire, il y a plein de règles. Mais en revenant en France, j'ai pas eu de baisse de salaire. L'expérience en Asie a été plus intéressante que l'expérience au Canada, finalement. Quand je suis rentré, j'ai travaillé pour une boîte américaine avec un gros bureau à Paris dans la finance. Donc, peut-être que ça aide aussi, peut-être. Mais depuis, j'en suis parti. Je suis allé dans une start-up qui faisait de la blockchain pour faire du DevOps. Je suis parti en indépendant, embauché après en CDI. Pareil, j'ai pas eu de baisse de salaire. Et là, quand j'ai changé, j'ai pas eu de baisse de salaire non plus. Donc, okay. Après, j'ai un profil senior quand même, de 25 ans d'expérience. Là, je travaille pour une boîte anglaise avec un gros bureau à Paris. Donc, évidemment, l'anglais est encore un avantage. Mais quoi qu'il arrive, non, j'ai pas changé de salaire finalement. J'ai jamais... Okay. Dit autrement, j'ai jamais baissé mon salaire. T'as jamais subi de baisse parce que t'es allé dans un endroit plus qu'un autre. T'as réussi finalement, de par tes skills, à faire tes upgrades de temps à autre, quoi. Ouais, okay. Et puis peut-être au-delà des skills, vraiment le network, encore une fois. Quand je suis rentré de Bangkok, j'ai travaillé pour une boîte avec des amis. On est partis ensemble pour une autre boîte et on est encore reparti ensemble là, dans notre boîte actuelle. Donc c'est un peu le réseau. Ouais. Et c'est peut-être la première question qui me vient en tête, mais quand tu as 25 ans d'expérience, ça ressemble à quoi une recherche de boulot?
C'est t'appelles tes amis, en fait. Dans mon cas, c'était vraiment, vraiment, vraiment ça, quoi. Quand je suis rentré de Bangkok, là, j'avais un pote avec qui je suis toujours pote, et c'est un ancien collègue à la base, mais c'est vraiment un pote. Je lui ai dit, bon, ta boîte, là, est-ce qu'ils embauchent? Ah bah oui, peut-être. Attends, moi, je prends mon temps. En rentrant de Bangkok, j'ai fait 6 mois de pause. J'ai pas bossé pendant 6 mois, quasiment. Je suis rentré en août et j'ai recommencé à travailler en février. Et c'était voulu, hein. C'était pas du tout subi. J'ai pris mon temps. Bon, j'aurais préféré janvier, mais bon, c'est pas grave. Non, pour moi, ça a vraiment été le réseau, encore une fois. Et mon dernier entretien, c'était un peu pipeau. Non, je ne dois pas dire ça. Mon dernier entretien, il était un peu pour la forme. C'était pas... Yes. Ça m'est arrivé aussi d'avoir une situation comme ça où quand je suis parti de chez Payfeed, donc c'est la boîte où je bossais avant de bosser chez Postman, j'ai fait du coup, à un moment je trouvais pas de boîte tout de suite qui me plaisait. Donc ce que j'ai fait une pause mais en freelance. Et j'ai juste demandé à un ami aussi, il me dit attends, tu sais faire du Node, viens. Et pareil l'entretien, j'ai fait un entretien avec le CTO qui était un entretien purement de forme quoi. Mais non, mais si Thomas dit oui, moi je suis partant, donc et c'est comme ça que j'ai jumpé sur la mission. Donc ouais, le réseau c'est important. Et du coup, l'impact de ta carrière internationale sur ton réseau, comment t'arrives à le... alors du coup, je connais des gens comme Olivier. Ouais, la preuve, ouais, c'est pour ça qu'on se voit. Alors c'est vrai que ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Déjà parce que tu connais des gens à l'extérieur, évidemment. Puis moi qui est toujours un petit peu à la bougeotte, moi, là vraiment, mon objectif à terme, c'est vraiment de pouvoir être basé à Paris, mais de pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux. Alors c'est un peu exagéré, mais l'idée est quand même là. Je vais aussi souvent à Dubaï. Je travaille de Dubaï. Ouais. Je pourrais aller à Bangkok. J'ai 2-3 connaissances là-bas. J'ai 2-3 connaissances au Canada, même si c'est compliqué, Canada. J'en ai aux États-Unis. J'en ai à Barcelone. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Travailler un peu dans un mode nomade. Ça, c'est un peu j'aime bien ça. Mon next step. J'aime beaucoup ça. C'est top. En fait, tu restes basé, t'as juste un flat à Paris, et puis finalement... C'est ça. En fonction de la température, de ton envie, tu montes dans un plane, et puis boum. Paris, c'est quand même plutôt pas mal. Puis là, on a un peu de la chance. Je travaille, c'était pas du tout prévu à la base, mais ma boîte actuelle travaille chez WeWork. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Ouais. Et du coup, quand tu es abonné WeWork, tu peux travailler dans n'importe quel WeWork du monde. Cool. Alors après, une histoire de crédit, tout ça, bon, bref, peu importe, mais pour un crédit par jour, on peut réserver ce qu'ils appellent un poste de travail dans un WeWork partout. Donc, je me suis retrouvé au WeWork de Dubaï ou au WeWork d'Abu Dhabi. C'est génial. Ouais, je suis à fond là-dedans. Ouais, et je pense que c'est vraiment... Ça fait partie des sujets qu'on a déjà traités avec Olivier, mais je pense qu'il y a quelques années, c'était moins possible tout ça, en fait. Et ce côté carrière internationale un peu hybride, où finalement, c'est plus les boîtes pour lesquelles tu vas bosser qui vont faire que le CV est international, plus que finalement l'endroit où tu vas être. Alors je pense qu'il y a des années où quand toi, t'as commencé ta carrière, c'est vrai que c'était beaucoup moins évident. Tu voulais de l'international, il fallait... il fallait forcément bouger, quoi. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose pour tous les gens qui ont de la motivation et que il y a ce truc qui est moins difficile où tu peux bosser en remote. Alors le remote implique une certaine rigueur et tout un tas de choses qu'il faut maîtriser. Je pense que c'est quelque chose qui est à la portée de beaucoup, quoi. C'est le côté intéressant, je pense, c'est pouvoir se dire que tu bosses pour une boîte américaine depuis Singapour alors que tu es en vacances en France. Exactement. Il n'y a vraiment plus de limites, il faut juste une connexion internet et puis on y va. C'est exactement ça, le sky is the limit et la limite c'est la connexion internet finalement. Exact. C'est pas mal. J'ai pas encore atteint ce level, mais ça devrait être dans la target aussi. Hein. Yes. Ouais, tu vas y arriver. On doute pas non plus.
Je sais pas, t'as peut-être une question, Olivier, tu peux peut-être rebondir. Oui, moi je voulais juste parler du côté culturel en fait. Donc maintenant que vu que tu as vraiment roulé ta bosse dans plusieurs boîtes, dans plusieurs pays, comment est-ce que tu as ressenti les différents changements culturels en fait au niveau des tout ce qui est États-Unis, Asie, Europe, Middle East? Tu veux dire par rapport au retour en France ou une fois là-bas? Je parle vraiment à partir du boulot, vraiment pour le boulot. Canada, je me souviens quand je suis arrivé là-bas, j'avais travaillé pour... faut que je remette les trucs dans l'ordre, mais j'avais travaillé pour une petite start-up, on travaillait quand même pas mal. Tu arrives au Canada, on dit, bon, tu commences à 8h le matin, tu manges en une demi-heure, et puis à 4h, t'es parti. Puis moi, à 4h30, j'étais encore là, évidemment, parce que français, parce que je veux pas qu'on me dise, là, t'as pris ton après-midi. Et en fait, c'était exactement l'inverse qu'il fallait faire. C'était, si jamais je restais plus tard, c'était finalement assez mal vu, parce que ça voulait dire que je gérais mal mon temps. Donc, je m'y suis fait très vite. Hein. C'était vraiment cool. Là-dessus, après, ils appellent ça les 5 à 7. Tu fais un 5 à 7 avec tes collègues pour aller boire un verre dans les bars. J'ai jamais autant bu de ma vie, quasiment. Mais c'était cool. Ça, c'était vraiment bien. Et puis après, un point de vue du travail en tant que tel, c'était cool. C'était vraiment bien. L'Asie, c'était différent. Hein, Olivier, tu sais, hein, mais... ouais, l'Asie, c'est quand même différent. Puis, il y a des différences de culture où les gens vont pas forcément te dire non, j'ai pas compris, réexplique-moi. On le sait tous, hein, ils ont du mal à dire non, mais en fait, c'est pas qu'un mythe, hein, c'est aussi vrai. Hein. Je me suis retrouvé, je pense une fois en particulier, où j'ai expliqué quelque chose à un de mes collègues, puis j'avais vraiment l'impression qu'il comprenait, donc je lui dis à la fin, bon, c'est bon, t'as compris et tout. Une heure après, je me rends compte qu'il n'avait rien compris. Donc, bon, c'était le début, donc après, ça allait, mais il y a des ajustements culturels qui sont à faire. Les clichés ne sont pas forcément que des clichés, mais ça reste des clichés quand même. Donc il faut faire un petit peu attention, mais ça va. Et puis les tailles, hein, Singapour c'est encore différent, mais les tailles sont comme super sympas. Et Singapour, c'est plus carré, mais j'aime bien les choses carrées, donc ça allait. Et au niveau des horaires de travail à Singapour, c'est beaucoup, moins, c'est comme en France. C'est comme en France, je trouve. J'ai pas senti une pression particulière sur tu bosses pas assez. Clairement pas tu bosses trop, ça non. Pas comme au Canada. Mais le tu bosses pas assez, je l'ai pas senti plus que ça. Puis les gens étaient sympas, le projet était bien. Donc un retour en Asie ou pas? Alors un retour en Asie, ouais, peut-être. De manière définitive, non, mais un retour en Asie pendant 2-3 mois, ce serait cool, ouais. Ce serait vraiment cool. Ce serait où en Asie? Quelle ville? Quel pays? Ah bah Bangkok. Bangkok, ok. Ouais, Bangkok. Connaissant du monde là-bas. Moi aussi, je connais quelqu'un là-bas. Ouais, non, Bangkok. Le retour en Asie, pourquoi pas. Mais encore une fois, pas de manière définitive, genre 2-3 mois. Après, l'inconvénient de l'Asie, c'est que c'est 6 heures de décalage. Donc travailler avec la France, c'est un peu plus compliqué. Là, si je reste je pense que je vais rester un petit moment dans ma boîte actuelle, mais c'est une boîte donc anglaise, mais avec des gros bureaux aussi à Toronto et un petit peu à New York. Donc ce sera plus facile pour moi de travailler des États-Unis si jamais je le demande. L'Asie, plus compliqué. Yes, je confirme. C'est juste pour travailler avec une équipe en Inde. Je confirme que les réunions à 6h du mat, les all-end meetings à 6h30 où il faut être... Ouais. Finalement, là, par rapport à ce que tu as donné, ce côté international, qu'est-ce que ça t'apporte plus sur le CV? Est-ce que c'est d'avoir finalement bossé pour des boîtes dans des secteurs de niche ou machin, ou est-ce que c'est l'image du Frenchie qui a bossé beaucoup à l'étranger, donc forcément les gens ont un peu espèce de mythe et tu le ressens ce truc-là ou Un chouïa, mais je pense que c'est plus on est plus dans le domaine des soft skills en fait, ou des communication skills. Okay. Quelqu'un qui a travaillé à l'étranger, qui a vraiment fait les démarches pour le faire, enfin,
obtenir un visa de résident permanent, c'est pas forcément compliqué, mais ça se fait pas en Ça 2 jours demande, non plus. Voilà, ça demande un petit peu de temps et de courage, on va dire. Donc voilà, probablement que ça révèle quelque chose sur la personnalité de la personne. On m'a jamais dit très franchement, écoute Cédric, je te veux toi absolument parce que tu as travaillé au Canada et en Asie, mais j'imagine que quelqu'un à un moment a dû se dire, bon le mec, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, et que ça joue à ma faveur. Oui, dans ce sens-là, plus dans le sens de oui. Quand on peut connaître et comprendre les efforts que ça peut demander, on se dit que oui, quelqu'un qui a bougé finalement, il a un côté peut-être un peu plus hustler, débrouillard que les autres, et ça va se ressentir dans ses tâches, et en plus il saura mieux communiquer parce qu'il a été dans des contextes différents, il a fait l'Asie, les États-Unis, donc ouais. Après ah pardon, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Après, il y a forcément un downside aussi. Hein, on me l'a fait quand je suis rentré de Bangkok. J'étais indep. Non, je sais plus. Bref, je me mélange les pinceaux, mais à un moment, je suis rentré soit de Bangkok, soit du Canada, et je tombe sur une nana qui m'appelle, LinkedIn, je sais plus, pour du boulot. Je cherchais vaguement du boulot. Et donc je me présente, blablabla et tout. Puis elle me dit, mais comment ça se fait que vous avez bougé si souvent mais pourquoi vous bougez si souvent ça cache quoi? Et je lui ai répondu, bon écoutez, si vous avez que ça à me dire, honnêtement, je l'ai un peu emballé, mais je n'ai pas été aussi direct, mais je lui ai quand même dit, écoute, franchement, si c'est ça tes questions, on va s'arrêter là, c'est pas la peine de continuer, quoi. Donc voilà, c'est un peu downside. Yes. Moi, j'avais juste une question pour Tony. Donc, Tony, vu que tu bosses depuis la France pour une boîte aux États-Unis, comment tu peux représenter ça sur ton CV? Est-ce que tu vas vraiment mettre États-Unis, Postman États-Unis, ou tu vas mettre comment ça se représente? En fait, je vais mettre Distributed Teams, Remote, et après, j'ose imaginer que les gens comprennent qui est Postman quand même, et qu'ils savent que c'est pas une boîte française. Et que du coup, en mode remote distribué, etc., et que c'est ça qui fait le... Et du coup, c'est aussi un switch. Alors, pour vous, ça vous paraît peut-être, parce que ça fait des années pour vous, mais moi, avant, mes premières expériences, elles étaient écrites en française, et puis petit à petit, je commence à traduire même mes anciennes XP en anglais, à mettre tout en anglais, et finalement, c'est le signal que ça envoie, quoi. Oui, je fais tout en anglais, tout est en anglais. Oui. Et si tu vas sur mon repo GitHub, si tu vas sur Twitter, tu vois les interactions que j'ai, avec qui je les ai, tu vas vite comprendre que voilà, qu'il y a de l'international là-dedans. Mais c'est vrai que je peux pas mettre la location comme étant parce que donc je vais mettre remote, c'est ce que font les gens en général. J'ai l'impression. Okay. Et j'ai vu que t'es passé en QWERTY la semaine dernière, c'est ça? J'ai jamais mis mon cerveau dans un tel état de stress. Parce que quand t'es habitué à taper vite, à faire des commandes dans tous les sens, même les commandes Vim, mais c'est ouf en fait. Comme mon cerveau il break, quoi, et je me trompe et je m'énerve parce que du coup j'ai pas l'habitude de passer autant de temps sur ça, mais je suis un peu obligé finalement. Donc je pense que notamment quand j'étais chez Postman, quand j'ai changé, je suis passé dans la team en fait de la système programming, ils m'ont envoyé du coup une deuxième machine pour avoir les 3 plateformes pour que je fasse un dual boot Linux Windows, et Azerty c'était même pas dans le catalogue, quoi. Donc j'ai pris une machine en QWERTY, et voilà, je me suis dit qu'il faudrait faire le jump, et voilà, j'ai récupéré un clavier QWERTY que mon collègue Lorenzo m'a donné pendant l'off-site de Postman, parce que j'étais en Inde la semaine dernière. Il m'a offert ce petit clavier là, et je me suis dit tiens, c'est le moment de jumper et de tester, et j'ai des maux de tête depuis 2 jours. Voilà. Je sais pas si vous êtes QWERTY. Ah, toi t'es QWERTY, Olivier, je le sais pour sûr. Ouais. Et toi, Cédric? Ah ouais, moi depuis l'Asie, je suis resté QWERTY. Moi, c'est moi qui suis en retard, quoi. Ouais. Dans mes boîtes, je demande toujours un clavier QWERTY. Yes. Mais ça doit être sympa en France pour toi, Cédric, quand tu dois faire du pair programming avec un collègue en Azerty, non? Alors, on est 2-3 à être en QWERTY. Il n'y a pas longtemps, il est parti maintenant, mais on avait un Iranien dans la boîte qui était lui c'était
est en QWERTY, mais sur un clavier physiquement AZERTY. Wow. Ah oui, je vois, j'ai déjà vu ça. C'est beau. C'est beau. Mais non, je suis en QWERTY, le pair programming, on n'en fait pas trop finalement. Mais quand j'en fais, ça revient finalement. Je dis, ah putain AZERTY. Mais ça va. Ouais, c'est une église, quoi. On commence à se rapprocher de la fin. Petite question pour Cédric, mais Olivier, j'aimerais aussi potentiellement avoir ton avis. Parce que c'est aussi pour nous la fin de cette première saison de MV Podcast. Finalement, Cédric, Olivier, est-ce que vous pousseriez un petit jeune qui a fait une reconversion, par exemple, ou qui vient de démarrer, qui a juste son diplôme, à partir, juste pour lui dire qu'en fait, il y a peut-être des choses qu'il ne sait pas qu'il va découvrir, mais qu'il va les découvrir. Est-ce que vous pousserez quelqu'un à... Voilà, ok. Parce que je sais qu'on pourrait se dire, bon, bah, chacun fait ses choix. Il y en a qui ont envie, il y en a qui n'ont pas envie. Mais de temps en temps, on peut conseiller à quelqu'un de faire quelque chose, comme d'utiliser Vim, de switcher sur QWERTY, pour des choses qu'on voit pas tout de suite, mais qui nous apportent un peu plus tard. Est-ce que c'est un truc que vous faites dans la vie, dire aux jeunes, non, mais tu devrais te lancer, partir, bouger. Est-ce que vous faites un peu ce travail d'avocat, je veux dire, de l'international, ou finalement pas du tout? Vas-y Olivier, je te laisse répondre. Je suis sûr qu'on a la même réponse. Je pense que après avoir, on va dire quand même un peu Cédric roulé ma bosse, je pense qu'au début je faisais beaucoup ce travail d'advocate, donc pour dire aux gens ouais faut bouger, c'est intéressant, il y a beaucoup de choses parce que même moi je suis en mode découverte. Mais avec du recul, tu te rends compte que les gens ils vont au speed, enfin la vitesse, à leur propre vitesse, tu vois. Il y en a qui ont beaucoup plus envie, donc ils sont très très motivés, il y en a beaucoup moins. Donc je pense que c'est beaucoup à l'envie. Tu vois, et il y a des gens, ils ont juste la bougeotte par défaut. T'as forcément des potes qui sont en voyage tous les 3 mois, tu vois, donc tu sais que eux, voilà. Mais t'as des gens, non, c'est juste très très bien là où ils sont très bien avec un beau confort, et voilà, et ça leur va de juste regarder des séries Netflix en anglais, tu vois, et pas besoin de se prendre la tête, quoi. Donc, pour répondre simplement... oui, franchement, c'est à conseiller parce que c'est toujours bon de prendre de l'expérience en dehors de sa zone de confort, mais à le faire en temps et en heure et pas juste rusher parce qu'on a vu MV Podcast. Et Cédric? Oui, un gros plus 1. Hein. Je suis complètement d'accord. Après, s'il n'y a pas l'envie au départ, pourquoi s'emmerder finalement? Mais si on en a envie et puis qu'on se freine, qu'on se dit ouais ça va être compliqué tout ça, non, enfin oui ça peut être compliqué et non ça ne l'est pas tant que ça, donc sky is the limit. Franchement c'est vraiment faisable, et puis surtout au-delà de la carrière et du côté professionnel de la chose, humainement parlant c'est génial. C'est génial. Ouais. Ouais, et puis non, c'est clair. Moi j'ai fait un off-site là la semaine dernière à Bangalore, et humainement le fait de vraiment voir les collègues avec qui tu bosses, de comprendre, de rencontrer d'autres gens qui pensent différemment, ah ouais d'accord, ok. Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça, et c'est ultra riche. Et le truc auquel ça me fait penser quand je vous entends parler en fait, parce que toi tu parles un peu des difficultés, Cédric, et finalement, en fait, c'est vrai que ces difficultés-là, elles existent pour tout le monde. J'ai l'impression que la grosse différence entre ceux qui font pas, c'est qu'à un moment, on se dit, bon, les difficultés, on va voir comment on va les gérer. Puis finalement, une fois qu'elles sont passées, on se dit que c'était pas si compliqué que ça. Exactement. J'ai l'impression que c'est ça la formule magique, entre guillemets. Il n'y en a pas, mais s'il devait y en avoir une, elle serait un peu comme ça, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est clair. D'ailleurs, ça serait cool que nous parles de ton petit retour d'expérience off-site, Tony. Pour le coup. Yes. Je pense que faudra faire une vidéo sur le sujet, mais ouais, non, c'était incroyable parce qu'on a l'impression de connaître les gens, etc. Et puis en fait de les découvrir vraiment, de faire des activités. En fait, on a fait un tour de table à un moment où chacun devait se présenter, mais c'était un tour de table deep où vraiment tu pouvais aller dans le détail. Le tour de table, il a fait 7 heures. Et quand tu connais la vie des gens, etc., après, ce qu'ils ont vécu, etc., ça, waouh. Juste ça, déjà, c'était des histoires, des trajectoires qui n'ont rien à voir,
Et ça me pousse encore plus à me dire qu'en fait, tout est possible, quoi. T'as des collègues qui viennent d'endroits du monde où il n'y avait rien qui pouvait les prédestiner à soit être lead, être dev, machin, et qui sont là. Donc nos petites excuses, ah ouais, peut-être que le visa ça va être chiant et tout. En fait, je rejoins totalement Cédric dans le fait de dire non, mais en fait, faut y aller. Faut y aller, et moi c'est ça que ça m'a rappelé finalement, c'est qu'il faut juste y aller, et puis ça le fait. Moi j'ai un manager qui est né en Argentine, mais qui vit en Bolivie parce qu'il trouve que l'Argentine c'est pourri. Mais il a une boîte au UK, il coécrit un bouquin avec un mec au UK, ils sont en train de monter une deuxième boîte. Et tu vois qu'en fait, les mecs ils font en fait. Ils se posent pas la question de, tu vois, du truc un peu tracé, ils prennent les opportunités comme elles viennent, ils font, et ça c'est hyper inspirant. Donc il y a tellement de choses à dire sur ce voyage, c'est pour ça que je pense que je pourrais pas tout dire, mais très plaisant de voir l'Inde. Tu nous intrigues. Ouais, non mais ça m'a mis une claque juste sur ça, quoi. Moi, dès que je bouge à l'étranger, je me pose 1000 questions sur des trucs tout bêtes et je vois que les gens autour de moi, c'est moi qui suis sur une autre planète finalement. Et ouais, très, très impressionnant. Donc ouais, c'est du positif. Et ça me motive encore plus à... Moi, mon objectif, c'est un peu le même que celui de Cédric finalement. Pour le moment, j'aimerais bien bouger à Dubaï, mais je me dis que si j'arrivais à avoir ce truc où financièrement je suis assez bien payé pour pouvoir aller vivre un mois là, revenir, repartir. Je pense que c'est une étape hyper intéressante pour découvrir les autres cultures, les autres pays et savoir où est-ce que je me sens le mieux finalement, avant de prendre le chiffre peut-être de bouger. Et ce sera mon mot de la fin, chers amis. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, c'était très bien. J'étais très content d'avoir Cédric dans le podcast, surtout que je savais pas que tu avais déjà atteint les quarts de siècle d'expérience. Boum. Ah ouais. Donc déjà félicitations, on va souffler les bougies à bientôt. Clairement. Clairement, bah merci Cédric d'être venu. Merci à avec plaisir. Merci à ceux qui ont suivi du coup ces 5 premiers épisodes. À vous de nous dire si dans les commentaires on doit continuer à la rentrée ou pas. Et puis voilà. Nous, en tout cas, c'était un plaisir pour... je pense Olivier et moi-même de réaliser ces 5 premiers épisodes et de finir sur un si bel épisode avec un invité, donc ça c'est cool. Et puis voilà, prenez soin de vous et puis à très vite. Ciao. Ciao. Bye.